Buenos días a todos, bonjour. Je remercie l'Université de Salamanque et je remercie mon ami et collègue Santiago Salvador Valero de m'avoir invité à cette réunion. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter euh, une- un petit diaporama qui présente quelques écrivaines françaises durant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, parmi ces écrivaines françaises de la Deuxième Guerre mondiale, nous pouvons nous poser la question qui a été connu, quand ces écrivaines ont été disponibles dans les maisons d'édition et dans quel type de publication elles ont pu se faire publier. Pour y répondre, nous allons donc adopter le plan suivant. Dans une première partie, nous nous interrogerons sur les écrivaines les plus connues. Certaines parlent de la guerre et certaines n'en parlent pas. Dans une deuxième partie, nous verrons celles qui parlent de la guerre et qui sont moins connues. D'abord, évoquons les femmes syndicalistes et les journalistes, mais nous n'avons pas le temps aujourd'hui de parler de leurs écrits. Nous évoquerons plutôt une résistante qui a écrit, disons, une trentaine d'années après la fin de la guerre, Charlotte Delbo, qui a été connue en 1970, et puis une déportée juive qui est morte en camp de concentration, qui a été connue par ses écrits en 1995 ou même en 2008. Il s'agit d'Hélène Baird. Première partie, les écrivaines femmes. Alors, les écrivaines femmes qui n'ont pas parlé de la guerre, elles sont nombreuses, mais je parle surtout des plus connues. Colette, qui est une écrivaine très importante, puisqu'elle a écrit sur les relations entre les hommes et les femmes, la bisexualité, la vie de son enfance dans la jeunesse, et qui a été très reconnue pour une série de textes romanesques qui s'intitule Les Claudines. Elle n'a pas évoqué la Deuxième Guerre mondiale, sans doute parce qu'elle était plus âgée et qu'elle était en quelque sorte partagée entre son mari qui était juif et le fait qu'elle continuait à être journaliste dans un périodique qui était collaborationniste. Violette Leduc, qui est maintenant traduite en espagnol depuis 2020, était une pionnière de l'autofiction, mais c'est une écrivaine qui était amie de Simone de Beauvoir. Elle a écrit sur sa vie plus que sur la vie politique, et elle évoquait donc ses relations romantiques homosexuelles plus que la vie de la guerre, dans un livre très important qui s'appelle La Bâtarde. Donc, on voit bien que certaines femmes étaient connues, mais n'ont pas toutes évoqué la guerre alors qu'elles l'ont vécue. Parlons maintenant de deux femmes qui ont évoqué la guerre, l'une qui est philosophe et l'autre qui est résistante. Simone de Beauvoir, très connue comme résistante, comme philosophe, puisqu'elle a écrit Le deuxième sexe, qui a été publié en 1949. Elle a aussi publié des mémoires très importantes sur ses expériences, entre autres choses, à propos de la Seconde Guerre mondiale, dans un livre qui est paru en 1960, La force des choses. Et puis, une autre très importante écrivaine, Lucie Aubrac, qui était une résistante et professeure d'histoire, qui a participé activement à la résistance interne en France contre les nazis. Elle a aidé son mari et beaucoup d'autres résistants à s'échapper lorsqu'ils étaient faits prisonniers. Elle a écrit son premier témoignage de vie juste après la guerre, qui a été critiqué par le Parti communiste. Et donc son premier ouvrage, qui s'appelait Résistance, n'a pas été bien reconnu. Elle a été en revanche très connue du public à partir donc de 1984 pour son écriture, son texte qui s'appelait donc Ils, ils partiront dans l'ivresse. Voilà. Alors ça, ce sont donc les écrivaines connues. Maintenant, je vais m'intéresser à des écrivaines qui sont un peu moins connues. Elles sont un peu moins connues parce que, pour une raison qu'on va se demander, et pourquoi on les a connues tellement longtemps après leurs premiers écrits. Alors Charlotte Delbo, c'est une résistante qui est née en 1913 et morte en 1985. Elle a évoqué la guerre. Elle avait travaillé avec le réalisateur et metteur en scène de théâtre Louis Jouvet, déporté politique à Auschwitz. Elle a rencontré cette expérience tragique dans une œuvre. Ensuite, elle a survécu et elle a travaillé comme collaboratrice d'un sociologue. Sa trilogie a été publiée d'ailleurs en Espagne, une première fois en 2003 à 2004, et elle a été retraduite en 2020.
Charlotte Delbo, c'était une écrivaine française, donc. Elle était membre des Jeunesses communistes. Elle venait d'une famille d'immigrés italiens. Elle a travaillé avant la guerre, donc, comme assistante de réalisateur. Mais avec son mari, elle a été faite prisonnière. Lui a été fusillé en 1942, mais elle a été déportée à Auschwitz dans le convoi donc de janvier 1943. Le convoi des 31 000, et malheureusement, il y avait 230 femmes qui sont parties dans ce convoi et elle fut parmi les 49 survivantes de ce convoi. C'est durant sa déportation qu'elle a décidé qu'elle évoquerait son expérience dans des livres. Entre 1946 et 1982, elle a écrit 6 livres, mais on verra qu'elle ne les a pas écrits en réalité tout de suite. Pourquoi a-t-elle été publiée si tard? À propos de son vécu de la Deuxième Guerre mondiale, si on la compare à Lucie Aubrac, qui a publié déjà en 1949, c'est que Charlotte Delbaume avait la volonté de réfléchir. Elle écrit: ce livre répondait à tant de choses et à tant d'importance. Ce serait peut-être la seule œuvre de ma vie, mais il fallait que ce soit une œuvre. Mais pour être sûr que ce soit une œuvre, je devais la regarder à nouveau après l'avoir mise de côté pendant 20 ans. Ainsi, la nécessité de laisser reposer l'expérience traumatique avant de la rendre publique. Deuxième question, tout aussi importante, où l'œuvre de Charlotte Delbo a-t-elle publié? Et là, j'ai été très étonnée. La réponse, c'est que bien que ce soit une écrivaine très littéraire, plus littéraire que l'autre résistante Lucie Aubrac, elle a été publiée en 1965, Charlotte Delbo, chez un éditeur français très connu, les éditions de Minuit, mais dans une collection appelée Histoire et témoignages. C'est-à-dire qu'on lui dénie la qualité de créativité et l'invention littéraire pour la catégoriser dans la collection d'histoire de la maison d'édition. Qu'en est-il des librairies? C'est exactement le même problème. Lucie Aubrac aussi, elles sont toutes les deux rangées dans la section histoire. Mais pour le cas de Charlotte Delbo, c'est absolument incroyable qu'elle soit rangée dans cette catégorie, alors même que son texte est rempli de poèmes et qu'elle est autrice aussi dramaturge. Cela mérite réflexion. Je ferai l'hypothèse que le fait que l'écrivaine soit une femme a produit une sous-évaluation de ses écrits et de l'aspect littéraire de cette œuvre. Du coup, on la rattache au simple témoignage, comme si une femme était incapable de transcender son expérience de vie pour faire de la littérature. Et pourtant, le caractère profondément littéraire de cette œuvre apparaît. En premier lieu, elle commence son témoignage d'Auschwitz sans dire si elle est là en tant que résistante ou en tant que juive. Elle adopte une voix universelle, une voix énonciative qui dit je, mais qui commence les livres sans apparaître en première personne, en faisant voir les choses et sentir comme ceux qui arrivent au camp, comme tout être humain en général qui ferait cette expérience. Et puis, peu à peu, elle se met dans la tête des déportés en essayant d'interpréter leurs réactions et leurs gestes. Voici un extrait de Aucun de nous ne reviendra. Il y a des mariés qui sortaient de la synagogue avec la mariée en blanc et en voile toute fripée d'avoir couché à même le plancher du wagon, le marié en noir et en tube, les gants salis, les parents et les invités, les femmes avec des sacs à perles qui tous regrettent de n'avoir pu passer à la maison mettre un costume moins fragile. Par 5, ils prennent la rue de l'arrivée. C'est la rue du départ, ils ne savent pas, c'est la rue qu'on ne prend qu'une fois. Ils marchent bien en ordre, qu'on ne puisse rien leur reprocher. Ils arrivent à une bâtisse et ils soupirent. Enfin, ils sont arrivés. Et quand on crie aux femmes de se déshabiller, elles déshabillent leurs enfants d'abord, en prenant garde de ne pas les réveiller tout à fait. Et quand les hommes, par une autre porte, entrent dans la salle de douche, nus aussi, elles cachent les enfants contre elles. Et peut-être alors, tous comprennent-ils. Cet extrait nous montre la puissance de l'écriture. Par 5, ils prennent la rue de l'arrivée. C'est la rue du départ, ils ne le savent pas. C'est la rue qu'on ne prend qu'une fois. Il y a ici un jeu de mots qui renvoie à deux noms de rues qui longent la gare parisienne de Paris-Montparnasse, la rue du départ et la rue de l'arrivée. Mais ces jeux de mots tournent court puisque nous comprenons que le moment qui est perçu comme l'arrivée, la fin des soucis pour les déportés, signifie en réalité leur départ pour la mort. Rue de l'arrivée devient une condamnation à mort. Cette image est soulignée par le contraste terrible des mariés qui ont encore leurs habits de fête et qui se trouvent projetés par un sort macabre vers leur destin.
On voit encore donc la demandée dans son habit blanc et qui a cliché le sol. Dans cet autre extrait du même ouvrage, nous voyons le caractère poétique de son œuvre. On voit, hein, elle écrit: Nous sommes prises dans un bloc de glace dure, coupante, aussi transparent qu'un bloc de cristal. Et ce cristal est traversé de lumière, comme si la lumière était prise dans la glace, comme si la glace était lumière. Il nous faut longtemps pour reconnaître que nous pouvons bouger à l'intérieur de ce bloc de glace où nous sommes. Nous remuons nos pieds dans nos souliers, essayons de battre la semelle. Alors, la conclusion, c'est que on ne peut pas ne pas voir la qualité d'écriture de cette femme. C'est une écrivaine qui mêle poésie, témoignages, discours rapportés des femmes qu'elle a rencontrées, les images qu'elle choisit, étranges et littéraires, comme celle d'habiter un bloc de glace, nous font comprendre son expérience, mais également le vécu de ceux et de celles qui se trouvent avec elle. La voix narrative dit ses pensées, rapporte celles des déportés et imagine ce que pourraient penser les autres. Elle est située de tous les côtés à la fois et elle nous donne l'expérience d'un hors-lieu. Dernier élément, je voudrais maintenant aborder le cas d'une déportée juive qui est morte en camp de concentration en 1945. Et c'est une jeune femme française qui a écrit sa vie en 1942 et 1944, mais qui n'a été publiée bizarrement qu'en 2008. Pourquoi n'a-t-elle été publiée que longtemps après? Notons que là encore, bien que ce journal soit très littéraire, il a été classé en librairie dans la catégorie des livres d'histoire, comme pour Delbo, comme pour Lucie Aubrac. Même erreur de catégorie donc. Je n'ai pas le temps ici de montrer combien elle est littéraire également, mais notons que le journal n'est arrivé à notre connaissance que longtemps après les événements, en 2008. Cette fois, ce sont des raisons romantiques qui l'expliquent. Le destinateur du journal, qui était le fiancé de Charlotte Delbo, ne l'a publié qu'après la mort de la femme avec qui il s'est marié après la mort de Charlotte. Il ne voulait pas froisser sa femme. Le délai de temps semble imputable ici plus à des circonstances romantiques qu'à une volonté de censure. Car l'homme dont Hélène Baird était amoureuse, Jean Morawiecki, s'est vu confier le journal par la famille après la fin de la guerre et après la mort d'Hélène dans les camps. C'est à la mort de son épouse, bien des années plus tard, qu'il a envisagé de publier le journal d'abord à deux voix, et puis, avec l'aide de la nièce d'Hélène, il a finalement réussi à éditer le journal en 2008. Pour conclure, nous dirons que il existe des femmes écrivaines connues qui n'ont pas voulu traiter de leur vécu spécifique pendant la guerre. Ensuite, nous dirons que les femmes écrivaines de la Deuxième Guerre mondiale moins connues sont étrangement classées dans la catégorie histoire-témoignage par les maisons d'édition comme par les librairies, alors qu'elles sont des véritables écrivaines. C'est une manière de ne pas reconnaître aux femmes la capacité de transcender leur vécu. Et enfin, je noterai dans un troisième temps que le caractère tardif avec lequel les écrits nous sont parvenus est lié au temps mis par la mémoire traumatique ou romantique pour que le travail d'édition se fasse, surtout quand on y accorde une grande importance. Ce temps n'est pas lié à une censure, sauf peut-être pour Lucie Aubrac, dont le premier texte de 1949 n'avait pas été reçu de la même manière. Je vous remercie pour votre écoute. Gracias a todos. Adiós.